Durant le Mésozoïque, ils étaient certainement parmi les plus nombreux des dinosaures. De la taille d'un chien à celle d'un autobus, ces animaux étaient omniprésents sur les terres du Mésozoïque, du Gondwana jusqu'à la Laurasie. Herbivore emblématique du Mésozoïque et souvent méconnu, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux dinosaures ornithopodes. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous salue et bienvenue dans cet épisode ornithopodesque. Durant le Trias, suite à l'extinction permienne, la vie animale a connu une grande radiation adaptative. Bon nombre des niches écologiques s'étant libérées, la voie était désormais ouverte pour les opportunistes de l'évolution. Ainsi, au cours du Mésozoïque, la Terre, autrefois dominée par les reptiles dits mammaliens, que sont les thérapsides et autres pélicosaures, est devenue la Terre des dinosaures. Alors ça, c'est une véritable image d'Épinal. Pardon ? Comment ça ? On sait très bien que l'ère secondaire ou mésozoïque est l'âge des dinosaures. C'est bien pour cela qu'on l'a appelé l'âge des reptiles. Eh bien, secondaire, c'est le nom qu'on a donné à cette période au milieu du XVIIIe siècle. Mais au Mésozoïque, la diversité des mammifères était certainement bien plus grande qu'on l'imaginait il n'y a serait-ce que 30 ans. Ah bon ? Comme quoi, voyez-vous, on en apprend tous les jours. Et bientôt on dira que le Cénozoïque n'est peut-être pas l'ère des mammifères, mais l'ère des dinosaures. Quoi ? À ce jour, on compte 5500 espèces de mammifères pour quasiment 10 000 espèces d'oiseaux. Et sachant que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures théropodes, donc je te laisse méditer là-dessus. Ah oui, quand même. Eh bien voilà, maintenant vous êtes au courant, nous sommes au Cénozoïque, l'ère des oiseaux. Cela dit, sache que 3 animaux sur 4 sont des insectes. Bon ben, moi qui croyais que nous étions à l'ère des mammifères, nous le sommes, rassure-toi. Le Cénozoïque est appelé ère des mammifères, surtout parce qu'il s'agit des fossiles les plus caractéristiques de cette période. Toute la stratigraphie continentale mondiale du Cénozoïque est basée sur les mammifères fossiles. Ils sont au Cénozoïque continental, ce que les ammonites sont au Mésozoïque pour le milieu marin. Bon, ok, revenons à nos dinosaures ornithopodes. Ces derniers font partie du grand ordre des ornithischiens. Ces dinosaures dits à bassin d'oiseaux, dont le pubis, parallèle à l'ischyon, pointe vers l'arrière, tout comme les marginocéphales et les thyréophores, les fameux porteurs de boucliers que nous avons visités dans un épisode suivant. Dankeschön, bitteschön. Le clade des ornithopodes apparaît au Jurassique supérieur. Ce groupe de dinosaures va se disperser et se diversifier en dizaines d'espèces qui arpenteront les terres du Mésozoïque jusqu'à leur extinction qui surviendra à la fin du Crétacé lors de la célèbre extinction Crétacé-Tertiaire, l'extinction KT, qui vient de l'allemand Kreide tertiar. Un des plus vieux spécimens d'ornithopodes que nous connaissons à ce jour se nomme Heterodontosaurus. Chose étrange, chez cet animal, il est le seul à posséder des canines, d'où son nom. Il est découvert en Afrique du Sud au début des années 60. Le fossile de cet animal ayant vécu durant le Jurassique inférieur nous révèle qu'il s'agit d'un petit dinosaure d'environ 1 mètre de long. En effet, lors de leur apparition, les ornithopodes sont des animaux bipèdes, de taille modeste, probablement rapides et possédant une longue queue plus ou moins rigide, leur permettant de garder leur équilibre lorsqu'ils sont amenés à courir. Étrangement, ils sont plutôt semblables à leurs cousins théropodes. C'est pas faux, cependant leur régime alimentaire est exclusivement herbivore, et la végétation étant pauvre en calories, comme tous les herbivores, ils passent donc la majeure partie de leur temps à se nourrir. Or, il n'est pas aisé de brouter lorsqu'on est bipède. Ainsi, avec le temps, l'évolution va amener ces dinosaures à devenir de plus en plus quadrupèdes. Une position plus près du sol est bien plus adaptée à leur activité principale qu'est le pâturage. Néanmoins, ils ne perdront pas pour autant la faculté de courir sur leurs membres postérieurs. Effectivement, ainsi ces dinosaures étaient polyvalents, quadrupèdes la plupart du temps afin de pâturer et bipèdes lorsque le besoin s'en faisait sentir. Faut y aller, faut y aller. Comme par exemple pour s'appuyer sur le tronc d'un arbre afin de se nourrir de ses feuilles, ou encore pour fuir un danger quelconque, au hasard, un prédateur. Aussi, si à l'origine les dinosaures ornithopodes étaient petits et bipèdes, durant le Crétacé, ces animaux, à l'instar des autres dinosaures, vont atteindre des tailles considérables, sans égaler pour autant leurs cousins géants, les sauropodes, comme par exemple le grand Chattangosaurus, un hadrosaure découvert en Chine qui faisait dans les 15 mètres de long, 8 mètres debout et pas moins de 8 tonnes. Je vous disais précédemment que les ornithopodes étaient nombreux et comptaient plusieurs familles, sans compter les sous-familles. Absolument.
Pour vous donner un ordre d'idée, ne serait-ce que la famille des hadrosaures, les fameux dinosaures à bec de canard, à elle seule posséderait plus de 50 sous-familles. Un rien quoi. Les hadrosaures apparaissent dès le début du Crétacé, comme vous pouvez le constater sur la carte. Ils sont peu nombreux, mais au Crétacé supérieur, cette famille d'ornithopodes devient très commune sur les terres des futurs États-Unis, d'Europe et d'Asie. Parmi les dinosaures à bec de canard, les hadrosaures, il y a l'étonnant Parasaurolophorus. Ce dinosaure possède une crête immense et pour le moins originale, qui a longtemps suscité bien des questions dans le petit monde de la paléontologie. Une fois n'est pas coutume, s'agit-il d'un système de thermorégulation, d'un simple ornement de reconnaissance, de séduction, est-il spécifique à l'un des deux sexes? Bref, des questions, encore des questions. Du reste, on ira jusqu'à émettre l'hypothèse qu'il s'agirait d'une sorte de tuba lui permettant de respirer sous l'eau. Néanmoins, une chose semble certaine à ce jour, cet appendice lui permettait d'émettre des sons. Voyez plutôt, enfin, écoutez plutôt. Peut-être communiquait-il? Sans doute. Chez les hadrosaures, on trouve aussi Edmontosaurus, le lézard d'Edmonton. Edmonton étant le site où il fut découvert. C'est un des plus grands, atteignant les 13 mètres pour quelques 4 tonnes. Celui-ci ne possédait pas de crête osseuse, mais son énorme crâne montre parfaitement pourquoi les hadrosaures sont affublés du surnom de dinosaure à bec de canard. En effet, comme tous ceux de son espèce, Edmontosaurus ne possède pas de dents à l'avant de la mâchoire, mais une sorte de bec osseux en forme de cuillère dont les rebords sont constitués de kératine, comme nos ongles, les cornes de rhinocéros ou encore les becs de canard. Merci. C'est cette partie faite de kératine qui lui vaut son surnom, car avec le temps, comme nos ongles, elle pousse, s'allonge, s'aplatit, prenant ainsi cette forme spécifique de bec de canard. Quant à ses dents, car il en possède, et qui sont elles situées tout à l'arrière de la mâchoire, elles sont petites, mais très nombreuses, des centaines, bien arrangées en batterie. Elles permettent à l'animal de broyer des végétaux. De plus, sa dentition se renouvelait sans cesse au cours de sa vie. Par ailleurs, je ne saurais vous parler d'ornithopodes sans vous dire que c'est l'un des membres qui fut à l'origine du mot dinosauria. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de l'iguanodon, car c'est de lui dont il s'agit. Laissez-moi vous narrer cette petite histoire. Nous sommes dans les années 1820. Le docteur Gideon Mantell, obstétricien de son état, est un passionné de géologie. Et depuis quelque temps, notre bon docteur cherche des fossiles dans la région du Sussex. Lorsqu'en 1822, il découvre des dents qu'il ne sait identifier. Il paraît que ce serait plutôt sa femme qui les aurait trouvées, sans doute. Quoi qu'il en soit, il va de ce pas à la rencontre d'autres scientifiques afin de leur soumettre ses fossiles. Mais l'accueil n'est pas à la hauteur de ses attentes et il est quelque peu pris de haut. Ces trésors, lui dit-on, sont certainement des dents de poisson ou de mammifères. En bref, il se fait cordialement jeter. Il va donc rencontrer l'éminent Georges Cuvier. Dans un premier temps, Cuvier lui annonce qu'il s'agit de dents de rhinocéros, des incisives. Mais plus tard, il reviendra sur sa décision et se ralliera à l'hypothèse de Mantell. Mantell est dépité. Mais il n'en est pas pour autant convaincu. Il est certain que ces dents ne proviennent pas d'un quelconque mammifère à deux balles. Persévérant, il continue ses recherches jusqu'au jour où il remarque qu'elles sont très semblables, pour ne pas dire identiques, aux dents des iguanes, mais en beaucoup plus grandes. Là encore, aucun de ses pairs ne le prend au sérieux. Même le grand Richard Owen est persuadé qu'il s'agit de dents de mammifères. Mais Mantell, qui persévère, continue ses fouilles. Puis, des années plus tard, il découvre enfin des os. Des os qui démontrent que l'animal possédait des pattes antérieures bien plus courtes que ses pattes postérieures. Pour son grand bonheur, l'hypothèse des mammifères tombe à l'eau. Il s'en va même démontrer que le grand Richard Owen s'était trompé sur certains fossiles. Ce n'étaient point des fossiles de mammifères, mais bel et bien d'iguanodons. Et en 1825, il est enfin acclamé par ses pairs et rentre à la prestigieuse Royal Society de Londres. Son acharnement n'a pas été vain. Tout est bien qui finit bien. Ouais, presque, puisque ensuite sa femme l'a quitté, et en 1852, il meurt d'une overdose d'opium. Mais sinon, effectivement, ça finit bien, puisque Richard Owen lui-même va prendre un morceau de sa colonne vertébrale sur son cadavre pour l'accrocher à un mur de la Royal Society. Ouais, ça a dû lui faire une belle jambe. Mais notre histoire n'est pas terminée pour autant. En avril 1842, le même Richard Owen propose le terme dinosauria. Et ce en s'appuyant sur l'étude de 3 fossiles. Megalosaurus, un théropode du Jurassique,
Ilaeosaurus, un thyréophore du Crétacé, lui aussi découvert par Gideon Mantell. C'est exact. Et le troisième, je vous le donne en mille, l'iguanodon. Mais c'est en 1880 que l'iguanodon sera réellement décrit. Absolument. Par les deux paléontologues belges Louis Delot et Pierre-Joseph Van Beneden, suite à la découverte des fossiles de tout un troupeau d'iguanodons. L'iguanodon est un beau spécimen d'ornithopode. Je veux dire que c'est un animal assez imposant, entre 6 et 10 mètres de long, à peu près 5 mètres de haut et pesant dans les 4 tonnes. Mais ce qui caractérise cet animal, ce sont ses pouces. En effet, il possède des pouces très pointus, ce qui à l'époque a laissé les scientifiques dubitatifs. Des cornes, des épines, et ce jusqu'à ce que l'on comprenne qu'il s'agissait de ses pouces. S'en servait-il comme d'une arme ou avait-il une utilité spécifique? Il est possible que cette question reste à jamais sans réponse. Pour conclure cet épisode, je dirais que les ornithopodes étaient un très grand groupe d'animaux herbivores servant de garde-manger sur pattes pour les théropodes de tous horizons. C'est une façon de voir les choses. Voilà, chers amis, c'en est terminé avec cette petite présentation des dinosaures ornithopodes. Et j'espère que le sujet vous aura intéressé et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je ne vous mentionne plus les réseaux sociaux, par contre n'hésitez pas à poser des questions, laisser des commentaires et surtout abonnez-vous. C'est tout pour cette fois, je vous embrasse et prenez soin de vous. Ah ciao, bye bye. Bah salut hein.